va se présenter lui-même et qui va faire l'intervention pour ce matin. Merci beaucoup et bon atelier. Et voilà. Merci. Voilà. Alors, c'est prêt? Oui. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire du Centre de formation Commerce International. La présentation d'aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, s'intitule Investir à l'international, un programme qui vous accompagne. Laissez-moi le temps d'abord, en commençant, de me présenter. Alors, je m'appelle Gilbert Parent, consultant en développement international. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans comme gestionnaire de programme au gouvernement fédéral, notamment pour le programme de coopération industrielle de l'ECDI. Je suis retraité depuis décembre 2008 et j'offre mes services aux entreprises privées pour faciliter leurs décisions d'investissement au niveau international. Au PCI de l'ECDI, j'ai eu l'occasion de gérer près de 125 projets, la majorité d'entre eux auprès de manufacturiers québécois sur plusieurs continents. Durant les prochaines 55 minutes, j'aurai l'occasion de discuter avec vous des principales dispositions de ce programme qui s'adresse notamment à des gens d'affaires d'expérience qui veulent confirmer leur investissement dans des pays en développement et émergents. Ces pays, d'ailleurs, sont considérés pour plusieurs comme étant à risque. Comme vous le savez, il existe plusieurs programmes incitatifs à l'investissement, mais le programme en question aujourd'hui offre une approche plus conviviale permettant d'absorber davantage les risques de décision qui sont encourus lors d'un investissement potentiel. Alors, le PCI permettra aux investisseurs d'être mieux préparés grâce à l'appui d'études et de mise en œuvre nécessaires. Alors, bienvenue. Un peu d'historique avant de rentrer dans le vif du sujet. Le 4 janvier 2010, donc ça fait à peine un mois, le programme qui s'appelait auparavant le programme de coopération industrielle a été transféré au ministère des Affaires étrangères et Commerce international. Cette décision a été prise suite à des résultats obtenus lors d'une vérification du programme de coopération industrielle de l'ECDI. Le programme, à l'époque, ne donnait pas suffisamment de résultats et un changement de ministère était même suggéré. Alors, ces changements ont donné lieu, donc, à ce nouveau programme qui existe depuis à peine un mois. Le programme, auparavant, s'appelait Programme de coopération industrielle. Il s'appelle maintenant Programme de coopération pour l'investissement. Même acronyme. Il faut savoir que dans le passé, ce programme était très convoité par les délégués commerciaux des ambassades à cause de l'impact généré lors de missions d'entreprises privées à l'étranger. Alors, le PCI relève maintenant de la division des délégués commerciaux, ce qui permettra une meilleure synergie et coordination tout au long de la durée de vie des projets qui seront soumis au nouveau programme. Le nouveau programme de coopération pour l'investissement aura des étapes d'adaptation. C'est tout neuf, c'est tout chaud, avec lesquelles il faudra composer. Tout n'est pas encore clair. Et comme tout programme gouvernemental, l'entreprise aura à faire face à des exigences comme la préparation de propositions, fournir des documents d'appui, et des rapports à soumettre selon une cédule établie. Le PCI, dans sa forme actuelle, est très peu différent d'anciennes versions. C'est sûr qu'il y a eu des modifications qui ont été faites suite à la vérification de l'ancien programme. Et parmi les changements notoires, on peut noter le niveau de pourcentage de frais de contribution partagés. À l'époque, à l'ECDI, la contribution était fixée à 75% de la contribution par le gouvernement et 25% par l'entreprise privée. Le nouveau programme nuance, c'est pour les aspects plus commerciaux, où est-ce que le gouvernement met $1 pour chaque dollar que l'entreprise met. Mais en ce qui a trait maintenant, le pourcentage de 75% qui était à l'époque donné par l'ECDI va se donner principalement au niveau de la formation ou de la mise en œuvre du projet. Important, il y a un changement majeur. C'est au niveau de la non-obligation envers certaines études qu'on appelle plus sociales ou environnementales. Sous l'égide de l'ECDI, il était obligatoire de compléter des études environnementales et, par exemple, pour les femmes, les genres, cette notion-là a maintenant disparu avec le nouveau programme.
des changements très importants. Juste peut-être une petite mise en garde aux auditeurs. Les opinions qui sont exprimées dans cette présentation pourraient différer de celles qui vont être données par les conseillers du programme de coopération pour l'investissement, notamment dans des cas spécifiques. Alors, vous aurez quand même l'occasion de connaître le programme et d'en saisir les particularités et généralités pour les investissements à l'étranger. Alors, je vais commencer les explications avec les diapositives que je vais vous montrer immédiatement. Alors, pourquoi investir à l'étranger? Il existe plusieurs raisons pour une entreprise de vouloir faire un investissement à l'étranger. C'est sûr qu'il y a toujours les raisons fiscales, les raisons d'affaires, les opportunités. Vous avez une série qui est devant vous de raisons qui sont tous valables, aussi bien les unes que les autres. Quand on parle de productivité, rentabilité, expansion, diversifier ses marchés, devenir plus concurrentiel, gérer sa croissance, contrôler les prix, développer, commercialiser de nouveaux produits. Enfin, il y en a quand même une bonne quantité. Le programme de coopération pour l'investissement contribue au plan d'affaires de l'entreprise parce qu'il lui permet d'avoir des décisions très, très arrêtées avant finalement de concrétiser ou non son investissement. Et il va également dans le même sens que la politique de l'investissement du Canada. Ce que la politique dit canadienne, c'est que le développement débouché pour l'investissement canadien à l'étranger est essentiel à la compétitivité du Canada à l'échelle internationale, car cet investissement tisse un lien entre les sociétés, consommateurs et travailleurs canadiens. Je reviendrai tantôt sur ces éléments-là. Il contribue également à la création d'emplois, ce qui est très important également. Ça a toujours été le cas, mais peut-être un peu plus fort maintenant, maintenant que le programme est aux affaires étrangères et commerce international, mais aussi à l'introduction évidemment de nouvelles technologies et techniques de gestion et à l'ouverture de nouveaux marchés. Et l'investissement sera fondé sur des règles judicieuses à l'échelle multilatérale, régionale et bilatérale. Donc, le programme de coopération de l'investissement se fonde sur ces grands principes-là. Alors, ce que le gouvernement canadien entend par ce nouveau programme-là, c'est d'inciter les entreprises canadiennes à participer avec lui pour faire un investissement durable et en respect de ses valeurs à l'étranger. C'est pourquoi vous verrez qu'à l'intérieur du programme, les particularités qui touchent non seulement les aspects économiques, mais également les côtés sociaux et développementaux. Deuxième diapo. On rentre dans le vif du sujet avec le programme de coopération pour l'investissement. N'hésitez pas à me poser des questions, parce que là, c'est des items qui sont un peu plus techniques. Et si vous avez des particularités à soulever en fonction de vos besoins, ce sera l'occasion de le faire. D'abord, le programme est réactif. Donc, ce que ça veut dire, c'est que d'abord, le programme est adressé à l'entreprise privée et l'entreprise privée peut appliquer en tout temps, jusqu'à temps qu'il ne reste plus de fonds. En général, mes expériences sous l'ancienne agence canadienne, lorsqu'il était à l'agence, il était plutôt rare qu'il manquait de fonds suite au dépôt des propositions. Les entreprises peuvent présenter plus qu'un projet. Il n'y a pas de limite au nombre de projets, mais vous comprendrez quand même qu'elles devront démontrer leur capacité à réaliser les investissements qu'elles veulent faire. Il y a une limite quand même, non seulement à rendre compte, mais également à prouver, à démontrer qu'ils ont la capacité financière à réaliser ce qu'ils veulent faire. D'expérience, on peut dire que le PCI suggère de compléter un projet avant de passer à un autre. C'est un programme incitatif. Comme j'ai dit tantôt, le gouvernement canadien demande à l'entreprise privée de partager avec lui certaines réalisations ou certains objectifs dont j'ai parlé tantôt. Par exemple, j'ai parlé des pays en voie de développement ou des pays émergents. Vous verrez dans la liste qui est à la fin de ma présentation, il y a environ une centaine de pays. Quelques-uns sont plus prioritaires que d'autres, mais vous verrez quand même qu'il correspond quand même à des pays qui, par exemple, surtout du côté émergent, on parle de la réintroduction du Mexique, de la Chine et de la Thaïlande, par exemple, qui en 2006 et même avant ont été retirés du programme. Les frais partagés, on parle de 50 plutôt à 75% des coûts.
C'est un gros changement. Avant, l'ancien programme, l'ACDI payait 75% de tous les coûts de l'étude ou des frais qui étaient engendrés par l'étude et la mise en œuvre. Évidemment, il y avait comme j'ai dit tantôt, il y avait certaines études qui étaient demandées par l'ACDI, donc elles donnaient davantage, donc 75%, comme par exemple les études environnementales et de genre. Ce qui n'est plus le cas maintenant pour ce genre d'études-là. L'ACDI, le PCI plutôt, maintenant va donner 50% pour certaines phases, j'y reviendrai, et 75% pour les activités de mise en œuvre, c'est-à-dire tous les aspects de la formation. L'enveloppe budgétaire est fixée à 20 millions de dollars par année, selon les règles du Conseil du Trésor, pour une période de 5 ans. Et ça débute le 4 janvier 2010. Alors, on verra plus à fond, un peu plus détaillé, comment est-ce que les propositions sont présentées à l'ACDI, au PCI plutôt, excusez, d'habitude, pour bien comprendre comment est-ce qu'une proposition est qualifiée de raisonnable au point de vue des montants impliqués. Le programme est exempté de l'exigence en matière de remboursement. C'est quand même une très bonne nouvelle pour les entreprises canadiennes. C'est un des rares programmes, sinon le seul, dont l'entreprise privée n'est pas obligée de rembourser la partie auquel elle a reçu une contribution, même si le projet ne réussit pas. Évidemment, vous comprendrez que si une compagnie privée essaie en plusieurs occasions et qu'à chaque fois ça ne marche pas, vous comprendrez quelque part que les conseillers au PCI, au programme, auront tendance à refuser ou à remettre en question toute application future. Le programme fait partie de l'aide publique au développement du Canada. Alors, l'aide publique au développement, c'est tout simplement la contribution du Canada pour l'atteinte des objectifs du millénaire et de la politique étrangère canadienne. Ça a tendance également, ces programmes-là ont tendance à faire passer les pays visés par l'aide publique, c'est-à-dire les pays en développement et émergence, de la dépendance à l'autonomie. Alors, le PCI contribue donc à la prise de décision des projets et non pas à son investissement. Alors, dans les montants qui sont donnés à l'intérieur, vous noterez quand même, quand on parlera des phases tantôt, des phases d'exécution, que les montants sont alloués pour la prise de décision et non pas reliés à l'investissement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions. Je leur demande, là, s'ils ont bien compris, et de m'écrire qu'ils ont compris. Alors, les particularités maintenant. Là. Comme j'ai dit tantôt, programme destiné au secteur privé de production de biens et de services. Ce qui est important de retenir, c'est que l'investissement qui va être produit par l'entreprise privée doit être à hauteur d'au moins 500 000 $ et les revenus minimum de l'entreprise doivent être au moins 2 millions de dollars. Sous l'ancien programme, le montant était fixé à 700 000 $. Vous voyez quand même qu'il y a une petite différence. La raison est très simple, c'est que lorsque la vérification du programme a été faite, il a été démontré que certaines compagnies n'avaient pas la capacité pour faire les investissements qu'ils nous disaient qu'ils faisaient. Alors, vous comprendrez que les règles, maintenant, ont été un petit peu resserrées, principalement au niveau de la capacité financière de l'entreprise et indirectement par des revenus minimums qui sont maintenant exigés par le PCI. La valeur d'investissement, 500 000 $, enfin, vous voyez quand même 500 000 $, 2 millions de chiffre d'affaires. Alors, 25% du chiffre d'affaires pour un chiffre d'affaires de 2 millions de dollars. Alors, ce que ça regroupe fondamentalement, c'est la production de biens et de services. Alors, tout l'investissement comme tel, c'est-à-dire toutes les sommes d'argent sous toutes ces formes qui sont réalisées pour produire des biens et des services. Ouvrir un bureau commercial, distribuer des biens qui sont faits ailleurs que dans le pays hôte ne sont pas éligibles. Évidemment, il y a d'autres critères, il y a d'autres projets auxquels ils ne sont pas éligibles, comme des projets qui comportent des incidences nucléaires, surtout nucléaires dangereuses, j'entends. On ne parle pas de médecine nucléaire, ces choses-là, mais on parle plutôt de tout ce qui peut être dangereux, des projets miniers ou qui sont reliés aux ressources naturelles. Une partie, à tout le moins, du programme ne sera pas couvert pour ce genre d'entreprise-là. Il y a maintenant 4 phases dans le nouveau programme. Auparavant, il y en avait seulement que 2.
Alors avant, c'était très simple. Alors vous aviez l'étude et une fois que c'était probant, l'entreprise confirmait que ça allait de l'avant. Bon, on allait à la mise en œuvre, donc la formation des employés. Puis une fois que l'entreprise avait établi son entreprise dans le pays hôte. Maintenant, il y a 4 phases. Il y a des raisons économiques qui sont reliées à ça, des raisons financières. C'est-à-dire que le programme, au lieu de décaisser des montants plus importants en 2 phases, a divisé les 4 phases. On va le voir dans une grille un petit peu plus loin en quoi comportent ces 4 phases-là. Les projets doivent être créateurs d'emplois et également susciter le transfert technologique. Donc, avec une certaine quantité quand même de technologies reliées au projet. Il n'y a aucun secteur manufacturier, évidemment, qui est priorisé. Tout le moins, c'est comme tout nouveau programme. On peut dire, sans se tromper, que tous les projets qui rencontrent les exigences qui ont été énoncées auparavant, sans parler trop à fond sur la technologie, va certainement au début être regardé d'un bon œil. Au fur et à mesure que le programme va avancer, cette chose-là pourrait changer, mais pour le moment, c'est dans ce sens-là. Les autres particularités. Je parle ici d'un processus d'approbation. C'est une norme de service qui est donnée à 40 jours. Vous allez dire, c'est peut-être un détail, mais ça fait l'objet quand même de plusieurs réprobations de la part des gens qui ont utilisé l'ancien programme. N'oubliez pas que ce programme-là existe depuis 1978 et a généré énormément de bonnes choses, mais au fur et à mesure que les programmes a pris une certaine notoriété, des projets des exigences ont été additionnées au programme et ce qui a suscité des délais plus longs. Le nouveau PCI est conscient quand même que avec cette norme de service-là de 40 jours, donc environ 2 mois, ils vont, espérons-le, attirer plus de clients et éventuellement générer plus d'affaires au niveau international entre le Canada et les autres pays. Alors, 4 phases, maximum 575 000 $. C'est beaucoup d'argent, vous allez dire, pour faire 4 phases. Les 4 phases sont là, c'est-à-dire l'étude commerciale, l'adaptation, le développement durable et la mise en œuvre. Comme j'ai dit tantôt, pour le développement durable, il y a les activités reliées à l'environnement et au genre. Et ces activités-là comportent beaucoup d'argent. On parle de presque 140 000 $. Mais vous n'êtes pas obligé de les faire. À moins que le projet, plutôt, a des implications sur l'environnement. Là, vous allez être obligé d'en faire une. Et évidemment, il y a des frais, il y a des contributions que le gouvernement auxquelles il participe pour faire ces études-là. Mais en général, on peut presque dire que ce n'est pas obligatoire. Je parlais tantôt des pays qui se sont ajoutés. Alors, on parle du Mexique, la Chine, la Malaisie, la Thaïlande, la Corée du Nord, l'Inde, le Brésil. Enfin, ce sont les pays en émergence qui sont les plus notoires. Encore une fois, vous allez voir à la fin que c'est les pays, la liste des pays, ou même sur le guide du requérant, vous allez voir la liste de tous les pays qui sont éligibles pour le secteur privé. À date, ça va? Il n'y a pas trop d'ambiguïté ou est-ce que ça va? En ce qui a trait à l'aspect des particularités, l'administration, vous êtes conscient quand même que pour une entreprise se fasse payer, à juste titre, la contribution qui lui est due. Elle doit produire des rapports. Les rapports qui normalement sont établis par phase. Alors vous avez les 4 phases devant vous qui sont là. Et elle doit donc répondre aux exigences de ces phases-là. Encore une fois, il n'est pas obligatoire à une entreprise de commencer la phase 1, 2, 3, 4. Une entreprise peut commencer à la phase qu'elle le veut, mais elle doit quand même démontrer qu'elle a fait une préparation suffisante pour passer d'une phase à l'autre. Elle doit le démontrer. Encore une fois, si elle veut le démontrer, une partie de ces frais-là pourrait être considérée comme des dépenses éligibles lorsqu'elle soumettra la proposition. Ne pas oublier également que l'entreprise doit travailler avec ses propres ressources ou des ressources extérieures. Alors, c'est important que le projet qui va être mis de l'avant par l'entreprise soit suffisant pour justifier bien sûr un investissement, mais également des ressources humaines
qui vont contribuer à ce projet-là, aussi bien au Canada que dans le pays hôte. On suggère également que le budget du projet soit comptabilisé à part, parce que n'oubliez pas que c'est un programme du gouvernement, il peut être sujet à vérification. C'est très important que si jamais le projet est vérifié par un vérificateur du gouvernement, que vous ayez toutes les pièces justificatives bien séparées de votre comptabilité normale. Et également, bien sûr, avant de se lancer dans un projet quelconque, on vous suggère fortement d'en parler avec un conseiller du programme de coopération pour l'investissement ou, bien sûr, à un consultant qui vous permettra de vous diriger plus adéquatement dans la façon de formuler la proposition. Cinquième élément, sur le requérant, mais si vous n'avez pas de questions, je pourrais peut-être vous glisser un vidéo sur les services des délégués commerciaux. C'est un petit vidéo qui dure environ une minute et demie, ce qui est important pour vous, c'est que ces services-là sont importants, surtout si vous allez dans un pays, peut-être pas pour la première fois, là, mais au moins de savoir quel genre de service ces gens-là vous offrent et qui vont contribuer certainement à une meilleure prise de décision. Alors, sans plus tarder, voilà, je dois connaître votre entreprise. Donc, la connaître, c'est connaître le produit, vos services, est-ce que vous avez exporté et dans quel pays, quels sont vos compétiteurs. Donc, il y a toute cette information de base que nous avons besoin. Et une fois que cette information est en place, là, c'est la prochaine étape. C'est à nous, à l'autre bout, de trouver les contacts et l'information qui indique que le potentiel existe. Alors voilà, c'était... voyons, maintenant je vais... voyons, où suis-je? Voilà. Alors, on va continuer dans la présentation. Si je peux me retrouver de moi-même dans la présentation. Alors, j'étais à la diapositive numéro... Voilà, alors c'est la suivante, j'imagine. Voilà. Excusez-moi. Alors, exigence du requérant, c'est évidemment la personne qui va soumissionner au programme de coopération industrielle. Quel genre de personne on doit s'attendre? Quel genre d'entreprise on doit s'attendre? Alors, on s'attend à ce que cette entreprise-là ait une solide expérience. Alors, les nouveaux venus, prière de s'abstenir, parce que les exigences à ce niveau-là, elle doit démontrer qu'elle a une expérience non seulement à l'international, mais également dans le pays qu'elle a visé. On s'attend que les entreprises aient fait des affaires dans les pays en question et démontrer quel genre d'affaires elles ont fait, quelles sont les conclusions qu'elles en sont tirées avant d'investir. Donc, faire du commerce ou des relations commerciales avec des pays visés. Avoir le financement nécessaire pour justifier l'investissement. Comme j'ai mentionné tantôt, ça a été certainement une pierre d'achoppement qui a été relevée par le vérificateur de l'ancien programme. On avait de la difficulté à justifier, surtout avec des revenus de 700 000 $, entre autres, comment est-ce que le financement pouvait justifier l'investissement. Ce que je recommande fortement aux entreprises privées, c'est qu'elles s'entendent avec leurs institutions financières et qu'elles leur donnent une lettre d'intention le démontrant qu'elles ont la capacité et d'expliquer comment l'investissement pourrait être fait. C'est essentiel parce que tous les projets vont être évalués par une entité financière du PCI. Alors, c'est clair que cet élément-là est très, très, très important sur l'aspect financier avant d'aller plus loin, même avant de déposer une proposition. Financement, solide situation financière, encore une fois, il faut s'assurer que l'entreprise
a les reins suffisamment solides pour justifier l'investissement, les ressources non seulement financières, mais également humaines, pour réaliser leur investissement à l'étranger. On demande un projet novateur, viable. Encore une fois, c'est ce qui est souhaité, mais comme tout programme qui débute au niveau gouvernemental, il est clair que les projets qui vont être soumis vont être analysés en tenant compte des résultats escomptés, soit principalement la création d'emplois et l'autonomie financière, l'autonomie plutôt économique locale et les retombées qu'elles ont non seulement dans le pays hôte, mais au Canada. Alors, projet novateur, oui, souhaitablement, mais il y a le projet avec investissement et création d'emplois est également un élément très important. Code d'éthique, évidemment, vous êtes à l'étranger, le Canada vous accompagne par ce programme-là. Vous comprendrez que il est essentiel que l'entreprise privée ait un code d'éthique. Quand on parle de code d'éthique, on fait référence immédiatement à la corruption, la fraude, on a beaucoup d'histoires en tête qu'on pourrait se rappeler, mais le RSE, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale d'entreprise. Ce que le PCI demande, c'est d'avoir un code d'éthique et une adhérence, c'est-à-dire un engagement avec ce qu'on appelle tout ce qui comporte les dimensions sociales, environnementales et financières, conditions de travail, pratiques de gestion, relations de travail, formation, les relations avec les clients, fournisseurs, rapport avec la communauté, impact environnemental, tout ce qui est relié finalement à l'énergie verte. Tous ces éléments-là font partie d'un code d'éthique. Beaucoup d'entreprises l'ont, mais pour plusieurs cas, elles n'ont pas ces politiques-là, ces codes-là par écrit. Alors, lorsqu'une proposition sera déposée, il faudra s'assurer avec l'entreprise qu'elle explique ce qu'elle fait du côté responsabilité sociale. Alors, elle a généralement un impact. Beaucoup d'entreprises au Québec ont bien sûr des très bonnes relations ou des relations avec leurs employés, avec leur municipalité, avec leur environnement, avec les différents ministères. Elles sont habituées d'avoir une responsabilité parce qu'elles sont souvent régies par des lois. À l'étranger, il existe des lois aussi, mais l'entreprise doit également le démontrer qu'elle a la capacité d'y rencontrer. Alors, c'est des choses qu'il faudra tenir compte lorsqu'une proposition sera soumise. Comme j'ai dit, comme j'ai mentionné tantôt, il faut avoir visité le pays convoité, avoir fait des rencontres d'affaires. Alors, ce n'est pas au premier venu. Il y a des missions commerciales qui peuvent être organisées de toutes sortes. Ça peut être soit avec le gouvernement, seul, avec d'autres. Relations d'affaires, tous ces éléments-là contribuent bien sûr à faciliter la présentation. On vous suggère fortement, chaque fois que vous allez dans le pays, de rencontrer les gens des délégués commerciaux. Eux vont être en mesure, ils vont vous connaître, ils vont être en mesure de vraiment comprendre ce que vous voulez, même si vous êtes au stade initial. Investir en filiale ou partenariat. Alors, vous avez le choix. Le programme accepte, bien sûr, les partenariats. C'est-à-dire, si vous voulez vous joindre à un partenaire qui a, bien sûr, la connaissance du pays, les contacts, les réseaux de distribution et autres, c'est également éligible à l'ACDI. Et le partenaire peut faire partie également de l'investissement qui est visé. Ça peut être à 50-50, ça peut être le pourcentage qui sera à évaluer entre les parties. Évidemment, comme c'est un programme gouvernemental, il y a de l'information à fournir. C'est évidemment pas toujours plaisant, mais c'est nécessaire. Par exemple, vous voyez, vous avez une petite liste devant vous. Ça peut sembler exhaustif, mais vous comprendrez que c'est minimal. Alors, quand on parle d'études de préqualification, c'est ce qu'on entend, c'est qu'est-ce que l'entreprise a fait à date dans le pays pour être en mesure de prendre la décision d'investir. Alors, c'est quelque chose d'assez sommaire et qui se répond assez bien, mais il faut le mettre par écrit. La lettre du haut responsable d'entreprise, c'est son engagement. Alors, un responsable haut placé de l'entreprise écrit au PCI, au conseiller. Évidemment, il faut lui avoir parlé avant, mais une fois que la décision est prise, on lui écrit en lui expliquant exactement ce qu'elle veut faire.
Expérience internationale, j'en ai parlé tantôt. Il faut avoir de l'expérience, il faut avoir des exemples d'expérience. Qu'est-ce que le genre de relations commerciales, industrielles que l'entreprise a fait avec ou sans partenaire. La lettre du partenaire, si nécessaire. Alors, si vous avez un partenaire, il doit s'engager lui aussi dans le projet avec lequel vous avez une conversation avec lui. Et possiblement, il faudra être en mesure également qu'il nous démontre que lui aussi a un impact dans le financement du projet. Les états financiers, il faut les soumettre. Alors, c'est les plus récents. Alors, c'est soit sous forme vérifiée ou mission d'examen. Les avis lecteurs ne sont pas acceptés. Les détails d'investissement proposés. Le programme de coopération industrielle, vous verrez sur le site du programme, il y a un tableau d'investissement qui vous résume les informations que vous devez tenir compte pour établir le montant le seuil minimum de 500 000 $ demandé par le gouvernement. Vous devez également soumettre les CV des participants, les plus récents, bien sûr, et pertinents. Et évidemment, il faudra établir également leur niveau salarial avec un niveau per diem. Pour votre information, si vous avez un partenaire, l'ACDI reconnaît bien sûr la participation du partenaire, mais ne contribuera pas avec du côté de leur salaire. Par contre, ils peuvent contribuer, par exemple, pour leur voyage. Par exemple, si vous avez un partenaire chinois, vous voulez l'amener, par exemple, dans votre ville, dans votre usine, le gouvernement, lors de l'étude, pourra même accepter ces frais-là. Quelques frais admissibles, c'est important pour l'entreprise de savoir quel genre de frais sont admissibles en vertu, bien sûr, des règles du Conseil du Trésor. Le plus important, bien sûr, pour l'entreprise, ce sont les salaires des participants, des partenaires, parce qu'une entreprise peut se lier avec un partenaire et même aller chercher des partenaires d'un de ses, par exemple, ça peut être un fournisseur ou ça peut être un associé. Même si elle soumet son projet elle-même, elle peut aller chercher un partenaire ailleurs, l'inclure dans le projet et avec son CV et participer au même niveau. Les indemnités journalières également sont fournies par le PCI, qui correspond toujours aux exigences du Conseil du Trésor. Transport aérien, traduction, communication, transport local. Ce qui est un petit peu nouveau également au PCI, c'est que dans le passé, le transport de certains équipements ou de certains biens, ça peut être des échantillons, ça peut être plus ou moins gros, ou des équipements plus ou moins gros, par exemple pour la démonstration d'un équipement, n'était pas accepté. Maintenant, il l'est. Certains diront que c'est des dépenses assez importantes, donc c'est important que vous sachiez ça. Et il y en a d'autres également, mais ces frais-là, auxquels on parle un petit peu, je vous soumets, sont également fournis sur le site du PCI ou dans le guide que vous avez également en annexe avec la présentation. Le site logique d'un projet, vous l'avez. Je vous ai parlé d'une norme de service de 40 jours tantôt, mais voici en séquence qu'est-ce que ça peut représenter. Alors, avoir fait au moins une mission commerciale, au moins une mission commerciale. Évidemment, c'est un minimum. Moi, je vous suggère, pour une entreprise qui est expérimentée et qui a eu des relations d'affaires avec un pays, vous comprendrez que c'est généralement beaucoup plus qu'une. Alors, pour celles qui sont intéressées et celles qui ont un projet qui est considéré comme important ou qui est quand même significatif, ça serait définitivement pas un problème. Analyser et confirmer la validité du projet, c'est sûr. Il faut que l'entreprise ait fait quand même ses études, qu'elle ait fait ses marques avant. L'investissement à 500 000 $, c'est sûr que plus une compagnie a un revenu élevé, en théorie, ça devrait être plus facile, surtout avec un chiffre d'affaires minimum maintenant fixé à 2 millions de $. Une fois que vous avez ces exigences-là en main, là, vous appliquez, vous en parlez à un conseiller du ministère des Affaires étrangères, Commerce international, ou à un consultant qui pourra vous aider à confirmer si oui ou non le projet est probant ou non. Par la suite, il faut appliquer en ligne sur le site des Affaires étrangères, ce qu'on appelle le délégué commercial virtuel. Donc, il faut vous enregistrer pour celles qui ne sont pas encore enregistrées.
Et par la suite, vous allez voir, c'est soumettre un projet en ligne. Le projet, d'ailleurs, le site a ouvert officiellement lundi dernier. Alors, oui. C'est quoi? C'est une question, j'imagine? Oui. Je fais ça quoi, là? Question. Pouvez-vous définir l'investissement? Oui. C'est que je réponds comme ça. La définition d'un investissement de 500 000 $, ça comprend... ce qu'on peut dire, c'est qu'un investissement correspond à la réalisation de la production de biens et de services. Alors, c'est tout. C'est des actifs des compagnies, tout ce qui concerne de la nouvelle compagnie, devrais-je dire, et tout ce qui comporte également les études antérieures qui ont été faites pour en arriver à prendre la décision. Ça fait partie de l'investissement. Et les actifs tangibles et les actifs intangibles. Propriété intellectuelle, par exemple, qui peuvent être considérés surtout dans ce qu'on appelle dans la production de services. Production de biens, comme j'ai dit, on fait souvent référence à des projets manufacturés, c'est-à-dire la fabrication de biens. Alors, tout ce qui comporte, tout ce qui contribue à la fabrication de biens et services, alors équipement, matériel, bâtisses, terrain, tout ce qui comporte la fabrication d'un bien et service dans un pays autre. Alors, tout ça doit donner un minimum d'au moins 500 000 $ dans le cadre d'un investissement. Je sais pas si ça répond à votre question. Ça va? D'accord. Donc, comme j'ai dit, pour terminer, une fois que l'entreprise a mis tous ces éléments tous les éléments en main, ces informations en main, ces références en main, elle soumet la demande détaillée en ligne et elle doit prévoir un budget pour les 4 phases. Ça a de l'air lourd. C'est vrai que ça a de l'air lourd, 4 phases, mais c'est un cycle normal. C'est le cycle normal d'un projet. Quand on s'assoit avec l'entreprise, c'est quelque chose qui se définit assez bien. Ça devrait quand même bien se balancer une fois que les explications sont données. Alors, qu'est-ce qu'il y en a au niveau des 4 phases? Vous avez les 4 phases de l'investissement, là. Alors, vous voyez quand même que vous avez la phase 1, on peut le voir ici, vous avez l'analyse de marché, vous avez qui constitue finalement la première phase pour confirmer ou pour s'assurer que les... oui. Oui. Investissement minimum pendant quelle période de temps? La période de temps pour un investissement, le PCI estime que 3 ans est une période normale pour procéder à toutes les étapes de couverture de l'investissement, c'est-à-dire à partir de la construction ou de l'aménagement, à partir également d'explications, la formation, les opérations, le marketing, la distribution, et pour en arriver à une phase normale d'implantation, ils estiment environ 3 ans comme étant le chiffre à une période minimale. Pour ce qui est donc de l'étude de viabilité commerciale, ce sont les éléments qu'on retrouve, les 4 éléments qu'on retrouve à l'intérieur d'une étude qui constituent une étude normale auquel l'entreprise devra répondre qui correspond à ce que le programme de coopération pour l'investissement demande. C'est un partage à 50%, c'est-à-dire que le gouvernement est prêt à mettre jusqu'à 60 000 $ dans cette étude de viabilité-là, avec les éléments qui sont là. Alors, c'est une analyse, somme toute, assez standard. Par exemple, c'est tout ce qui touche à la compétition, les compétiteurs, le réseau de distribution, les normes d'entrée, les exigences plutôt d'entrée, connaître le marché local, les forces, les faiblesses, etc. Pour ce qui est de la phase 2, c'est ce qu'on appelle l'adaptation et la démonstration. Il s'agit ici qu'une entreprise qui a un produit manufacturé, encore une fois, on parle de 60 000 $ à 50% de contribution. Il faut l'entreprise mettre 50%, donc 60 000 $ elle aussi, si elle veut avoir 60 000. Alors, c'est du matching fund.
sa technologie au marché local. Alors, il y a des essais à faire. Il y a elle doit l'expérimenter localement pour voir si tout fonctionne bien. Alors, généralement, ce qu'on retrouve là-dedans, c'est bien sûr le transport d'équipements, de machinerie qui traverse dans le pays hôte et le temps qui est alloué aux techniciens, aux ingénieurs pour tester le marché, que ce soit au niveau marketing, au niveau carrément technique également de la technologie. Ça peut varier en temps, ça peut être des périodes plus ou moins longues, dépendant de la complexité de la technologie ou des exigences du marché local. Troisièmement, la phase 3, c'est le développement durable. Alors, on parle d'évaluation environnementale des genres, alors les femmes. Ces éléments-là, donc c'est un gros morceau, parce qu'on parle de 180 000 $, mais comme j'ai dit tantôt, l'entreprise doit en mettre autant. Alors, mais vous n'êtes pas obligé, l'entreprise n'est pas obligée de faire des évaluations environnementales et de genre avec mesure de redressement. Elle n'est pas obligée. Le seul moment où le PCI pourrait intervenir, c'est si effectivement le projet comporte des changements à l'environnement, et là, elle pourra exiger qu'une étude environnementale soit faite, avec bien sûr sur le principe du 1 $ pour chaque dollar dépensé. Le plan de formation, il y a un plan de formation à faire, bien sûr, pour la nouvelle entreprise, c'est très important. Et les chaînes d'approvisionnement, c'est les fournisseurs. S'assurer également que les fournisseurs soient, de les rencontrer, de les évaluer, de discuter avec eux de vos exigences, des normes, des différents codes que vous voulez instaurer avec eux, les exigences et tout. La quatrième phase, c'est la mise en œuvre. C'est celle où le gouvernement, c'est la seule étape où le gouvernement met plus d'argent que l'entreprise privée, donc on parle de 75-25, et on parle d'un montant d'environ 270 000 $ maximum. Bien sûr, là-dedans, ça comporte les activités qui sont reliées à l'environnement et au genre. Donc, si bien sûr il y a eu une étude de genre, il va y avoir de l'argent qui peut être mis là, mais on parle également d'environnement. On pourra également parler de responsabilité sociale d'entreprise tantôt, où est-ce que j'ai parlé tantôt que souvent beaucoup de petites PME n'ont pas ces normes-là très très définies. Le PCI est ouvert à l'idée que de payer une partie du développement de ces normes-là, donc par écrit, et d'éventuellement envisager la production de rapports pour qu'elles soient plus visibles et que ça soit plus évident en termes de responsabilité sociale. Alors, également, la formation technique et gestion et la formation reliée aux fournisseurs également, qui correspond également à la fabrication, évidemment, de biens et ou de services. On achève. Alors, l'entreprise, les avantages, bien sûr, à utiliser le MASCU, c'est sûr qu'on investit dans son entreprise et dans le développement durable, donc on touche des objectifs communs. Ça peut même aider l'entreprise à être même plus forte, à développer des outils plus forts. Quand on développe à l'international, vous savez, on développe également du côté régional. Alors, c'est un incitatif quand même qui est extrêmement intéressant. Ensuite, on amasse les informations nécessaires, on va prendre des décisions éclairées. Vous avez vu tantôt 4 phases. Ça, ces éléments-là vont aider les entreprises à prendre des décisions certainement plus éclairées pour justifier leur investissement. Le PCI est un programme à contribution non remboursable et auquel une formule de 50 ou 75% des coûts est applicable. Puis en plus, elle n'est pas pénalisée si le projet ne va pas de l'avant. Évidemment, faut pas abuser non plus, là, mais elle n'est pas pénalisée. C'est quand même sécurisant parce que beaucoup d'entreprises hésitent à embarquer dans des programmes en disant si j'y vais pas, si ça marche pas, je vais être pénalisé. Ils vont me demander de rembourser. Mais le programme est ainsi fait. Le gouvernement est conscient qu'on investit dans des pays à risque. Alors, c'est pour eux, ils estiment à raison, que le programme est non remboursable. Les coûts ne sont non remboursables. Par contre, évidemment, à tout ça, à tous ces bénéfices-là, il faut faire des rapports, il faut préparer, il faut soumettre une proposition et il faut composer avec des rapports économiques et sociaux, parce que c'est cette façon-là dont l'entreprise est payée. Alors, somme toute, ça y est presque. Vous voyez quand même rapidement, vous voyez ici les 20 pays prioritaires de l'ACDI.
Vous en avez 7 en Afrique, vous en avez 6 en Amérique, 5 en Asie et autres. C'est des pays prioritaires, mais c'est pour le gouvernement, on s'entend. C'est peut-être pas nécessairement les pays prioritaires pour vous, mais je peux vous dire à l'heure actuelle que le PCI retient ces pays-là comme même donnerait, parce qu'ils ont un système de pointage qui malheureusement n'est pas disponible en ligne, mais ils évaluent chacune des propositions selon un pointage, et ces pointages-là, il y a plus de points qui sont donnés par rapport aux pays qui sont prioritaires. Vous en avez une centaine en tout, vous avez des autres qui sont ici, entre autres, j'ai souligné le Brésil, la Chine qui était exclue avant, vous avez l'Inde, la Malaisie, vous en avez quand même, vous avez évidemment le Mexique, qui est extrêmement intéressant pour plusieurs, ça fait partie de l'ALENA, mais quand même, c'est un pays qui est éligible, comme j'ai dit tantôt, la façon dont des pointages sont donnés, c'est peut-être pas des grosses quantités de points qui seraient enlevés, mais quand même, c'est le projet au départ qui est regardé. Rapidement, j'ai dit tantôt l'évaluation des projets par le PCI, selon le guide du requérant du PCI. Donc, j'ai parlé tantôt d'un système de pointage. Les projets, quand ils sont soumis, sont d'abord évalués par le conseiller, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, il y a un comité des pairs qui est réuni, qui regroupe tous les conseillers avec les directeurs adjoints et le directeur, et donc un comité interne, qui également évalue le projet. Une fois que cette étape-là est passée, c'est là que vous savez si le projet est acceptable ou pas. Parce que, évidemment, cette étape-là n'est pas c'est la première de d'autres, la deuxième de d'autres, finalement. Ce qu'il faut retenir quand même par projet, c'est la qualité du projet, la capacité financière et l'expérience du requérant, et les avantages qui sont retirés dans le pays hôte et les avantages qui pourront être retirés au Canada. Alors, voilà, c'est l'essentiel, rapidement, là, ce programme-là qui est pour inciter les compagnies canadiennes à investir dans des pays qui sont en émergence ou en développement. Alors, si vous avez des questions, voilà. Les consortiums sont-ils éligibles? Les consortiums, par exemple, au niveau des revenus, si une compagnie fait 1 million de dollars et elle dit je veux faire un consortium avec une autre compagnie qui fait 1 million de dollars, non, ce n'est pas accepté. Il faut vraiment, parce que la proposition est faite par un soumissionnaire, un requérant, et c'est ses états financiers qui sont regardés en premier. Par contre, il peut y avoir des consortiums avec une compagnie qui a plus que 2 millions de dollars et auquel il manque une expertise. Elle peut aller avec une autre entreprise et faire un consortium avec elle pour aller chercher son personnel et la ramener dans son projet. Oui, à ce niveau-là, ça marche. D'autres questions? N'hésitez pas, c'est presque terminé. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, c'est sûr que le CFCI, le Centre de formation en commerce international, est disponible à répondre plus à fond. On peut vous rencontrer aussi. N'hésitez pas à nous référer à des clients où est-ce qu'on pourrait expliquer plus en détail comment ce programme-là peut s'appliquer à des entrepreneurs qui sont intéressés à aller à l'international. Alors, je crois que vous avez les coordonnées du CFCI ou vous avez les miennes. N'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire par courriel si vous avez d'autres questions entre-temps auxquelles vous aurez pensé. D'autres questions? Alors voilà. Je crois que ça termine la session. Je pense que la période est terminée. Alors, merci à tous et puis n'hésitez pas. Oui? Peut-on savoir plus sur les documents téléchargés? Vous voulez dire sur la façon de télécharger ou où est-ce qu'ils sont situés? Parce que où est-ce qu'ils sont situés, je vous suggère d'aller, faites Google, faites programme de coopération pour investissement, vous allez tomber directement sur le site des affaires étrangères et commerce international et vous allez être en mesure de voir tous les documents dont tout ce que je vous ai parlé tantôt, c'est-à-dire le tableau pour l'investissement,
le guide du... Alors, merci beaucoup encore.